Bonjour à tous. On va démarrer le séminaire. C'est le séminaire de lancement du RMT Modelia. Pour certains d'entre vous, vous le connaissez bien, mais on est dans un nouveau cycle, donc on va prendre le temps de le présenter avant de passer à la partie séminaire scientifique, on va dire. Et cette partie séminaire scientifique sera autour de la valorisation des données observationnelles et les questions de causalité. On va peut-être d'abord se présenter parce qu'on est 4 animateurs du RMT. Je vais commencer. Donc François Brun, donc je travaille à l'ACTA. L'ACTA, c'est le réseau des instituts techniques agricoles. Moi, je suis ingénieur et je travaille sur la modélisation depuis un certain nombre d'années et puis un peu plus récemment sur la partie machine learning. Maxime, je te laisse te présenter peut-être. Oui, donc Maxime Legris, je suis dans le service DataStat, le service de traitement de données de l'IDEL, depuis presque 10 ans. Je suis basé à Paris et au quotidien, j'interviens sur un panel de techniques qui va de l'expérimentation au machine learning. Voilà, formateur et puis traitement de données. Clotilde, du coup. Donc moi, c'est Clotilde Hardy, je suis la caution féminine de l'équipe. Je travaille avec Maxime au service DataStat de l'Institut de l'élevage IDEL. Je suis aussi basée à la MNE à Paris et je travaille comme lui sur des données expérimentales, mais aussi sur du machine learning, des fouilles de données. Et je travaille en appui de nos collègues IDEL, mais aussi de d'autres instituts techniques, et je suis aussi formatrice dans différents domaines de statistique et de logiciels de traitement statistique. Et donc, on a aussi David Makowski, côté INRAE, qui co-anime ce réseau. Je crois qu'il ne nous a pas encore rejoint, mais il va nous rejoindre incessamment sous peu, normalement. En tout cas, il intervient juste après. Il se présentera à ce moment-là, du coup. Dans l'ordre du jour d'aujourd'hui, donc déjà merci d'être venu un petit peu en avance, ça permet de commencer à l'heure et puis de vérifier que tout fonctionne bien. On va vous présenter le programme la cellule d'animation et puis le programme 2026-2023, 2030, pardon, 2026-2030. Donc comme il faut quand même qu'on fasse un comité de pilotage chaque année, on considère que cette réunion c'est un peu l'office de comité de pilotage, il n'y a pas vraiment de choses à décider puisqu'on a un programme qui se lance tout juste, mais ça permet d'avoir une information de tous les membres officiels et plus largement de tous les participants du RMT dedans. Et puis après, on passera à la partie séminaire à partir de 10h, 10h15, en fonction de comment on avançait sur la première partie. Je reviendrai sur le programme de la deuxième partie après. Donc, le cycle 2026-2030, on continue à appeler ce réseau mixte technologique, donc RMT, c'est pour réseau mixte technologique Modelia, donc pour data science et modélisation pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc, on le co-anime à 4 animateurs avec à la fois des personnes donc, de l'ACTA, de l'IDEL et de l'INRAE. C'est un réseau qui n'est pas nouveau, hein. C'est un réseau qui a émergé en 2007 avec un premier cycle où on appelait ça réseau mixte technologique modélisation pour l'agriculture. Puis après, on a évolué sur la partie modélisation et analyse de données pour l'agriculture. En 2020-2025, on est arrivé à ce périmètre et ce titre qu'on a actuellement, donc sciences des données et modélisation pour l'agriculture et l'agroalimentaire. On a fait pas mal de formations dans le cadre de ces différentes versions de réseau, avec des ouvrages aussi en support. On essaye de s'adapter aux besoins de la communauté qui évolue. Des nouvelles méthodes, si on regarde depuis 2007, ça a quand même pas mal évolué. De promouvoir de nouvelles méthodes. On a une communauté importante qui couvre les instituts techniques, l'INRAE, le CIRAD et bien d'autres partenaires. Je reviendrai dessus à la fin. Et puis on essaie de capitaliser toutes nos productions sur le site internet modelia.org derrière. Voilà, donc ça c'est pour un peu l'historique. Dans ce programme 2026-2030, donc ça reste un RMT. Donc un RMT, c'est un réseau mixte technologique. C'est des dispositifs qui sont labellisés par l'État, par le ministère de l'Agriculture, et qui sont financés aussi en partie par ce ministère en charge de l'agriculture sur les fonds CASDAR. Donc les 3 nouveaux objectifs de cette période sont les méthodes pour l'analyse de données observationnelles et l'identification de relations causales. Le deuxième objectif qui est l'entraînement des modèles d'apprentissage automatique et les méthodes pour interpréter leurs résultats. Et puis le troisième objectif qui est l'intégration des modèles dans des outils de décision grâce à l'intelligence artificielle générative et puis tout ce qu'on appelle les histoires de no-code, on reviendra dessus derrière.
Notre public cible est à peu près, est le même que les dernières années. C'est-à-dire, c'est les ingénieurs, chercheurs de la R&D collective, mais aussi de tout ce qui est du monde des entreprises, de la GTech. Et on a beaucoup plus d'entreprises depuis 2020 avec ces parties machine learning que ce qu'on pouvait avoir aussi avant. On va rentrer dans le détail. Donc le programme, les trois objectifs, en fait, on les décline sous forme de 4 axes et on va vous détailler ces 4 axes. Donc le premier axe, c'est de quantifier les effets des pratiques agricoles et des événements extrêmes à partir des données observationnelles. Donc la première tâche qu'on a mis là-dedans, c'est d'améliorer la représentativité de l'observatoire, enfin des observatoires en optimisant l'échantillonnage, donc les questions d'échantillonnage. Comment on peut formuler des hypothèses sur les relations possibles grâce aux méthodes de data mining. Et puis le troisième point qui est quantifier des méthodes de pratique ou d'événements extrêmes avec des méthodes d'analyse causale. Et en particulier ce premier axe et en particulier le premier axe et en particulier ce troisième point, c'est ce qui fera l'objet du séminaire qui suit. Donc on n'a pas mis plus d'illustrations que ça dedans. Je te passe la main, Maxime, pour le deuxième axe. Oui. Donc l'axe 2 tournera autour de tout ce qui est machine learning et aussi deep learning pour la prédiction de phénomènes, avec 5 sous-axes. Donc un premier sous-axe autour de l'interprétabilité des modèles de machine learning qui peuvent parfois paraître un peu boîte noire, donc qui sont très forts en prédiction, mais pour essayer de vraiment expliquer qu'est-ce qui intervient dans la prédiction, qu'est-ce qui explique une bonne prédiction, ça c'est encore des modèles un peu boîte noire par rapport aux modèles un peu classiques. Donc ça, c'est vraiment un champ d'étude d'outiller la communauté autour d'outils pour l'analyse et l'interprétation des modèles. Un deuxième sous-axe, c'est comment intégrer la dimension temporelle des données dans les approches de machine learning sans faire du feature engineering à gogo, c'est-à-dire créer plein d'indicateurs un peu par expertise de métier. Comment on peut essayer d'automatiser un peu la recherche de est-ce que c'est plus un cumul qu'il nous faut pour une bonne prédiction? Est-ce que c'est un lag de 3 en amont, mais sans avoir à créer toutes les variables citées? Ensuite, un troisième sous-axe où l'idée, c'est plus de voir comment utiliser le machine learning prédictif avec un nombre limité de données, comment faire de l'augmentation de données pour pouvoir quand même utiliser ces outils puissants. Donc ça, c'est aussi un champ d'étude qu'on souhaite mener sur les 5 ans pour outiller un peu la communauté. Un sous-axe 4 autour des jumeaux numériques. Donc, comment se fait l'alliance entre le machine learning et la modélisation mécaniste, deux champs à part entière qui se regroupent au niveau des jumeaux numériques. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a le vent en poupe. Et notamment, il y a un projet Twin Farms qui est inter-institut qui a vocation à travailler sur les jumeaux numériques. Donc ce sera aussi un chantier très intéressant par rapport à ça. Et puis, un dernier sous-axe autour du deep learning, notamment pour l'analyse d'images, mais pas que. On peut imaginer aussi plein d'autres données innovantes, les sons, les vidéos, etc. Donc l'idée, voilà, c'est comment cette batterie de nouvelles technologies qui nous apportent des données innovantes, comment on peut les exploiter pour récupérer des bonnes prédictions via le deep learning et puis l'utiliser, pourquoi pas en routine. Et l'utiliser, du coup, toujours pareil, la communauté. Donc, par rapport à ce qui était proposé par le programme précédent du RMT, certains d'entre vous peut-être ont déjà suivi cette formation et peuvent sûrement témoigner auprès de ceux qui n'ont pas suivi que c'est une formation très intéressante. C'est la formation Data Science pour l'agriculture. Donc, on avait pendant un temps proposé cette formation en présentiel. Bon, au vu des inscriptions, je pense que le format qui fonctionne le mieux, c'est en distanciel. Et il y a une programmation qui sera faite en fin d'année. Je crois que courant septembre, octobre, novembre, on proposera ça bientôt. Donc, format distanciel comme les précédentes sessions. Il me semble que c'est 4 ou 5 demi-journées avec l'après-midi un travail en autonomie d'1 heure. Et donc, le programme tourne autour du machine learning, donc des régressions pénalisées, PLS, GAM, sélection de variables, tout ce qui est aussi random forest, et puis une petite nouveauté par rapport à l'existant, c'est le gradient boosting aussi qui est un dérivé.
les méthodes d'évaluation et aussi et surtout au niveau de la nouveauté, c'est aussi l'IAG au service de la data science. Comment on peut l'utiliser et puis à quoi il faut faire attention pour l'utilisation de cet outil qui peut être puissant mais aussi risqué. Et donc, voilà, il y aura aussi un panorama complet de toutes les méthodes de machine learning et un positionnement de tout ce qui est vu dans la formation par rapport à tout ce qui existe, parce que, voilà, effectivement, on peut aller aussi beaucoup plus loin. Si François, tu souhaites ajouter des éléments, n'hésite pas. Hein. Pareil pour Clotilde. Ouais. Alors là, peut-être une petite illustration rapide sur le sous-axe 2, sur les données temporelles dans les modèles de machine learning. Donc, ça arrive très souvent avec les capteurs qu'on a maintenant, posés en ferme ou dans des exploitations végétales, d'avoir des données temporelles, des séries temporelles. Et les méthodes de machine learning classiques, en fait, elles ne gèrent pas trop cet aspect temporel. Et l'idée, c'est que celui qui souhaite développer son algorithme doit faire ce qu'on appelle le feature engineering, le mot anglais, mais on va faire simple aussi en français, hein, c'est pas très clair, la création de variables. Donc, le choix de la création des variables revient quand même à celui qui développe l'algorithme, entre cumul, un lag, voilà, on peut imaginer plein de choses. Et l'idée dans ce sous-axe, c'est de voir est-ce qu'il n'existe pas des méthodes qui permettent automatiquement de cibler la bonne information pour prédire le phénomène étudié. Donc là, par exemple, sur le graphique de gauche, ce qu'on peut voir, c'est une courbe de consommation d'eau dans une ferme en bleu. Et en parallèle, vous avez ce qu'on appelle le THI. Donc le THI, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est un indicateur qui est très utilisé en animal, qui est le Temperature Humidity Index. En fait, c'est un indicateur de stress thermique qui prend à la fois la température en compte et l'humidité pour voilà, créer un indicateur. Donc, il y a différentes classes de stress, entre pas de stress, peu de stress, et ça va jusqu'à stress sévère. Et donc là, on voit très bien que sur la courbe, on a certaines parties où on a des données corrélées entre le THI et l'eau, et la consommation d'eau, date à date. Mais parfois, on a un pic d'eau et le pic de THI n'est pas si fort. Donc peut-être qu'il y a d'autres features qui permettent d'expliquer plus précisément pourquoi on a à un moment donné une consommation d'eau élevée. Donc voilà, là-dessus, je pense que... Les dernières choses par rapport au machine learning, donc c'est un petit partage par rapport à ce qui va arriver dans le groupe Mexico. Donc il y a une formation Mexico du 6 au 10 juillet 2026. Alors, il faut rester calme, hein, ça ne se passe pas à Mexico. Vous n'irez pas en vacances à Mexico. Le lieu est encore à préciser. Mexico, c'est le groupe qui organise ça. Et donc, au programme, c'est l'analyse de sensibilité des modèles complexes. Donc, voilà, c'est un peu, ça fait le lien un peu sur les modèles mécaniques, pardon, et tout ce qui est machine learning. Donc, ça va assez bien finalement dans l'un de nos sous-axes. Et voilà, vous pouvez y participer aussi en tant que membre de la communauté. Je ne sais pas si je lis tout le programme, mais en tout cas, voilà, vous aurez le programme sous les yeux et c'est un petit tip pour vous rappeler de ça. Donc, je vais vous présenter le troisième axe de notre RMT Modelia. Donc, c'est un axe qui est plus basé sur des outils plutôt que sur des méthodes. Donc, l'idée, c'est de proposer une boîte à outils pour le data scientist et le modélisateur. Donc, on a identifié 4 sous-axes qu'on voudrait développer. Donc, le premier axe, hein, qui est très actuel, on va dire, c'est un axe sur l'IA générative. Donc, l'idée, c'est de savoir comment on peut l'utiliser en appui à notre travail de data scientist, sachant qu'on ne voudrait pas qu'elle nous remplace. Donc, l'idée, c'est de se dire, bon, comment on peut l'utiliser pour qu'elle nous permette de gagner du temps sur des choses qui sont peut-être un peu plus répétitives ou un peu moins, on va dire, se concentrer vraiment et après, nous, qu'on puisse vraiment se concentrer sur l'essentiel, sur les choix méthodologiques. Voilà. Et bien sûr, l'idée, c'est toujours de garder un esprit critique par rapport à l'IA générative, donc développer peut-être comment l'utiliser, qu'est-ce qu'on peut faire avec, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec, ce genre de choses.
Le deuxième sous-axe, c'est un sous-axe sur l'automatisation des procédures. Donc là, l'idée, c'est de se dire, bah voilà, il y a des outils qui existent, notamment sur R et Python, parce que c'est des logiciels qu'on utilise beaucoup nous, et qui permettent de faire plein de choses de manière automatisée, comparer des algorithmes, automatiser l'intégration des flux de données, etc. Bah, comment on peut faire ça pour ensuite passer plus vite du modèle à l'opérationnel. Le troisième sous-axe, c'est un sous-axe plutôt sur la promotion d'approches de visualisation. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des outils pour communiquer nos résultats. Donc, communiquer nos résultats aussi aux décideurs, à des gens qui ne seraient pas des data scientists. Et ben, l'idée, c'est de savoir voilà, quel type de visualisation on peut employer et quels outils on peut utiliser pour avoir des visualisations qui sont optimum. Le quatrième axe, c'est toutes les approches no-code. Donc ça, pareil, c'est dans l'idée d'avoir des collaborations plus efficaces entre métiers. L'idée, c'est d'obtenir des prototypages rapides d'outils, renforcer les collaborations, avoir quelque chose, des gens qui nous disent, bah voilà, moi je veux faire ça, mais non seulement ils nous disent ce qu'ils veulent faire, mais ils peuvent nous le montrer parce qu'ils ont des outils no-code qui permettent d'avoir un premier prototype de ce qu'ils veulent faire. Et ensuite, on peut aller un petit peu plus en profondeur. Justement, un petit zoom sur le no-code avec une association à la visualisation. Alors, c'est vraiment pour vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire, voilà, parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on utilise au quotidien, le no-code. L'idée, c'est d'avoir des choses qui sont accessibles à tous. Donc ici, des agronomes, des techniciens, des gens qui ne sont pas du tout des gens qui codent. Ils ont très rapidement, en quelques minutes, pouvoir prototyper, avoir une idée de ce qu'ils veulent faire. Et puis, mais c'est pas seulement une visualisation, on va dire, statique, c'est interactif. Donc là, je vais vous montrer juste un exemple de ce qu'on peut faire avec un logiciel que j'ai pris. Il y en a beaucoup. Hein. Donc ici, j'ai pris Data Wrapper. Donc l'idée, c'est que vous allez sur Internet, vous allez rentrer vos données et ensuite, vous avez juste à suivre la procédure pour pouvoir ensuite faire. Ici, c'est une visualisation, donc c'est une carte. Donc ici, voilà, vous cliquez, c'est juste pour vous montrer, c'est du clic-bouton, hein, c'est du no-code. Donc vous avez toutes les informations. Et ici, vous avez une carte. Alors sur le PowerPoint, elle paraît très statique. Je ne sais pas si tu peux montrer la carte, François. Voilà, alors regardez pas la carte, j'ai pris des données totalement aléatoires pour la faire, d'accord, elle n'a aucun sens. Donc si jamais vous travaillez sur des nombres d'animaux par exploitation, mais ça n'a aucun sens au niveau répartition géographique. Mais voilà, et donc là, c'est une carte qui n'est pas seulement statique avec des couleurs, mais elle est dynamique. Vous pouvez ajouter des choses, etc., comme ce qu'on ferait avec des outils de code, avec des outils de code qui nous permettent d'avoir une application dynamique. Donc c'est très rapide et ça permet d'obtenir un petit peu rapidement un prototype de ce qu'on voudrait. L'idée, c'est aussi de pas seulement de faire du no-code, de proposer des logiciels, mais aussi de comprendre ce que font ces logiciels, notamment au niveau de la mise à disposition des données, parce que quand ces logiciels sont en ligne, et forcément, on intègre nos données en ligne. Donc l'idée, c'est d'aller proposer des outils qui sont aussi sécurisés, ou au moins on sait ce qu'on fait avec. Je pense que c'est tout, sauf si vous avez des choses à ajouter. Je te laisse la main, François. Ouais, merci Clotilde. Donc pour finir on a un quatrième axe aussi qui est autour, qui sont à destination de l'enseignement agricole. Donc c'est des actions transversales pour et avec l'enseignement agricole. Il y en a certaines choses autour de l'enseignement agricole qui sont dans les autres axes, mais voilà, il y a quand même des choses qu'on a mis en particulier. On a un dispositif qui s'appelle Expert Associé pour faire contribuer notre communauté à l'enseignement agricole. Je vais en dire juste deux mots parce que en fait cette année c'est un peu une nouveauté. L'enseignement agricole cherche à identifier des experts et ces experts, ça peut être vous, en travaillant sur tout ce qui est modélisation, outils de la décision, numérique au sens large. L'enseignement agricole est à la recherche en fait d'experts sur ces thématiques et donc il y a une procédure, on vous la communiquera à l'occasion pour vous identifier en tant qu'expert et ça permet après au lycée agricole de vous mobiliser pour vous faire intervenir occasionnellement. Voilà, c'est vraiment comme intervenant occasionnel en fonction de certaines conditions dedans, mais voilà, ça peut être l'occasion de venir renforcer, surtout sur des thématiques comme cela, numérique, un peu au sens large, et en particulier tout ce qui est analyse de données dedans, voilà, ils sont à la recherche. L'idée, c'est de créer aussi des ressources vidéo pour nourrir le livre numérique en agriculture qu'on a sorti l'année dernière, et c'est un ouvrage qu'on a fait avec le RMT Nexus, et donc ces actions, on va continuer avec le RMT Nexus. Et puis, on va étudier aussi l'opportunité de faire un second ouvrage, une édition éventuellement
de ce livre avec une traduction en anglais. C'est un projet qu'on a en cours avec un éditeur anglophone. Hop, je clique là. Ça, c'est juste la publicité du livre pour ceux qui le connaissent pas. N'hésitez pas à en faire parler. C'est pas forcément pour vous. Vous n'êtes pas forcément le public cible. Hein. Le public cible, c'est plutôt des gens qui pratiquent pas tout ce qui est numérique au sens large. Hein. C'est pas que sur la data science et la modélisation. Et puis, on a aussi fait des vidéos pour l'enseignement agricole. Par exemple, on en a une là qui est sortie, puis on est en train d'en faire d'autres aussi. Et c'est un ouvrage qui a été soutenu par les deux RMT Nexus Modelia et aussi le Digitag au passage que je tiens à remercier aussi. Le fonctionnement du RMT, l'idée c'est un peu d'avoir le même fonctionnement qu'on a pu avoir dans le passé, peut-être en essayant d'associer un peu plus fréquemment la communauté. Et donc l'idée c'est de vous écouter, vos besoins, de voir les cas d'usage qui peut y avoir dans vos thématiques, dans vos différentes thématiques. Après d'essayer d'organiser des séminaires pour vous faire des partages d'expérience aussi. Ça, on l'a pas fait beaucoup la dernière session. On l'avait fait bien sûr dans les derniers, dans les cycles encore avant 2020, mais c'est vrai que sur la partie 2020-2025, on l'a fait assez peu. Peut-être faire des enquêtes. Voilà, vous pouvez demander des conseils. Bien sûr, on est très limité pour vous répondre sur tous les conseils, mais nous, ça nous permet d'avoir en tête les grandes problématiques qu'il peut y avoir sur des jeux de données, et puis de voir après si on peut généraliser ou nourrir des futures formations. Une fois qu'on a identifié ces besoins, l'idée c'est d'explorer des nouvelles méthodes. Enfin, par nouvelles méthodes, c'est des méthodes qu'on a pu identifier dans d'autres domaines. Hein. Souvent, c'est souvent ça, donc faire du transfert à travers des stages. On en a prévu dans le RMT, à travers des projets aussi qu'on peut monter dans le RMT. Certains de ces projets, ça peut être aussi des thèses dans lesquelles nous, équipe d'animation, on peut être impliqués, mais ça peut être aussi des choses que vous pouvez monter entre vous et qu'on peut venir soutenir en vous appuyant plus à la marge. L'idée de tout ça, c'est d'enrichir nos ressources. Les ressources, c'est des fiches pratiques, des scripts, peut-être des dépôts de scripts, des articles, des livres, pour après revenir vers la communauté pour partager et diffuser, donc à travers des ateliers et des formations. Communiquer sur nos activités, on a le site internet Modelia qu'on a gardé tel quel. Je l'ai réorganisé à la marge pour remettre en avant les nouveaux axes, mais tout en gardant les archives. Certaines choses commencent à être un peu vieilles, mais voilà, on a les dates, donc après vous regardez en fonction. Et puis on enlève quand c'est vraiment des choses qui nous semblent plus du tout pertinentes. On a une liste de diffusion assez large aussi et une lettre d'information. La première lettre d'information, c'est celle qui vous a permis d'arriver à ce séminaire. On a diffusé l'information du lancement, mais d'autres informations. On va essayer aussi de collecter des informations auprès de nos différents partenaires pour être au courant en fait des différents événements qui dépassent le RMT Modelia et pour en faire la promotion. Donc n'hésitez pas dedans. On utilise aussi le réseau LinkedIn notamment pour partager ça, pour toucher d'autres personnes qu'on n'a pas forcément dans notre liste de diffusion. On a donc cette cellule d'animation, hein, donc nous quatre, j'ai vu que David, tu nous avais rejoint, donc peut-être on te laisse te présenter, comme ça on aura, dans quatre présentations, on s'est présenté tous les trois en début. Ouais. Donc je suis David Makowski, je suis chercheur à INRAE, basé à l'université Paris-Saclay, unité mathématiques, informatique appliquée. Et, en ce moment, je suis détaché à Pékin, en Chine. Voilà, mais et aujourd'hui, je merci. suis à Paris. Voilà, merci David de nous rejoindre. Tu es arrivé tôt ce matin, si j'ai bien compris. On a un comité de pilotage qui représente les partenaires. Alors, je crois qu'on avait décidé de faire un comité de pilotage qui ne représente pas tous les partenaires, mais qui représente la diversité des partenaires. Sinon, ça fait un trop gros comité pour se réunir régulièrement et avoir un avis. Donc, on le précisera après, mais voilà, l'idée c'est de représenter la diversité des partenaires. On a après, ce qui nous semble important pour nous, c'est cet ensemble de correspondants, c'est-à-dire pour chaque partenaire officiel, on a désigné un ou quelques correspondants le but c'est qu'ils fassent vraiment le lien entre, qu'ils fassent la promotion des événements, qu'ils nous fassent remonter aussi les choses qui peuvent être organisées par d'autres groupes. Voilà. Au niveau du partenariat, on a un partenariat qui s'est un peu élargi avec 28 partenaires. On a
une grande partie des instituts techniques agricoles. On a d'autres organismes qui sont proches de nos instituts. Donc, par exemple, la FNAMS, enfin, dans l'émission, ou le CNIEL, ou encore l'ACRA Wallonie, j'ai rattaché à ça. Donc, merci à nos collègues belges de nous rejoindre. On a les chambres d'agriculture aussi qui sont présentes avec officiellement 2 chambres d'agriculture, Grand Est et Normandie. On a les instituts de recherche, INRAE, CIRAD, INRIA, et on a aussi la structure publique, l'ANSES. On a l'enseignement supérieur qui touche plutôt à l'enseignement agricole technique, donc l'ESFEA avec la formation des enseignants des lycées agricoles, et Cité Sciences Vertes qui est le lycée, qui est un lycée agricole en particulier d'Hauteville. On a le CNAM avec l'Institut Bossango, on a l'Institut Agro pour la partie Dijon. On a quelques entreprises, donc ITK qui est avec nous depuis 2011, si je ne me trompe pas, ou 2012. Le FINRES aussi, et Dorian. Voilà. Et donc, merci à tous les anciens partenaires de votre confiance et puis aux nouveaux de nous rejoindre. J'ai mis cette petite diapo, c'est les correspondants officiels qu'on a identifiés pour les différents partenaires. Ces correspondants, voilà, leur objectif, c'est de s'assurer qu'il y a un relais, de s'assurer que les gens soient au courant aussi des nouvelles personnes de vos instituts, soient au courant de l'existence de ce RMT Modelia, pour que les gens nous rejoignent après, s'inscrivent à la liste de diffusion. Donc voilà, on compte sur vous pour ça. Bien sûr, on a mis certains noms, peut-être sont pas complètement fixes, donc on fera évoluer si vous voulez changer avec d'autres collègues. Mais c'est important pour nous d'avoir une ou quelques personnes côté de chaque institut qui puissent jouer ce rôle-là. Et on a une liste d'informations bien plus large avec 640 personnes à peu près inscrites. Et vous pouvez donc utiliser ce lien pour vous inscrire ou faire inscrire des personnes. Les gens recevront directement les lettres d'information dedans, mais voilà, on compte en particulier sur les correspondants un peu plus pour relayer, pour éviter qu'on ait trop de trous là-dedans. Je passe à la partie séminaire. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire un zoom sur notre axe 1 et donc de faire un zoom sur la partie valorisation des données observationnelles et causalité en particulier. On va avoir ce matin 3 grandes présentations et puis des temps d'échange aussi. Donc David va commencer pour poser un peu la question en fait. Il a un exposé un petit peu plus long pour ça et puis pour ensuite illustrer ça sur l'évaluation de l'impact des conditions météorologiques extrêmes sur les rendements agricoles avec différents travaux qui ont pu être réalisés sur ce sujet. Puis on a une application de ce que présentera David sur un autre système et une autre problématique, enfin sur un autre réseau, sur un autre jeu de données qui est les données issues du réseau DefiFerm par Romain, et donc c'est des travaux vraiment en cours. Voilà. Et puis enfin, on finira avec François et Dorian côté Arvalis pour présenter l'intérêt des DAG, donc les Directed Acyclic Graph, pour l'analyse causale des données, puis aussi une application aussi au fureur du maïs. Voilà, l'idée de ce séminaire, c'est de vous donner des idées aussi sur ces questions-là. Voilà, si ça voilà, pose des questions sur vos jeux de données et si ça vous semble applicable sur vos jeux de données, et on est intéressé après pour avoir des retours plus tard. Peut-être j'ai oublié ce petit moment, mais peut-être qu'on peut faire un petit temps d'échange sur le RMT lui-même avant de passer au séminaire en fait, s'il y a des questions. Je ne vois pas forcément les mains levées, mais voilà, si vous avez des questions peut-être sur le programme du RMT, on peut peut-être d'abord prendre un petit moment là-dessus. N'hésitez pas à poser des questions, à lever la main, sinon on passe à la suite. Et puis, merci Maxime pour mettre le lien avec la liste de diffusion. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont inscrits là, mais voilà, n'hésitez pas à le faire passer à vos collègues. C'est plus simple en fait que les gens reçoivent directement l'information. Donc s'il n'y a pas de questions particulières j'avais une remarque. Vas-y. Le sujet autour du no-code ou en tout cas des outils de codage assisté, je pense que c'est assez crucial. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui utilisent ça en fait. Pas forcément le no-code pur, mais des outils qui génèrent du code en fait, qui ensuite récupèrent et qu'ils utilisent de manière plus ou moins directe. Certains l'utilisent de manière directe, c'est-à-dire ils demandent, ils disent ils demandent à un logiciel d'écrire un code pour faire, je sais pas moi,
une méta-analyse par exemple, ou un random forest pour prédire le rendement en fonction du climat. Et donc, ils récupèrent un code, et puis alors certains l'utilisent directement sans trop se poser de questions. D'autres l'utilisent en regardant quand même en détail les lignes de code générées et en les modifiant euh, éventuellement. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de l'actualité et qui pose des questions d'une utilisation optimale, parce que je pense que ça peut faire gagner beaucoup de temps. Mais il y a aussi des risques assez importants, notamment des étudiants qui utilisent le code généré directement sans se poser de questions. Ils ne savent même pas souvent comment ça marche, quels sont les principes, ni même pourquoi ils ont obtenu ce code-là et pas un autre. Par contre, utiliser ce genre d'outils de générateur de code automatique pour gagner du temps, éviter de retaper des lignes assez triviales, des lignes de code assez triviales qu'on aurait déjà codées plein de fois. C'est plutôt intéressant comme utilisation. Ça fait gagner en rapidité et ça permet de se concentrer vraiment sur les parties les plus peut-être techniques, innovantes et intellectuelles. Donc je me disais, est-ce qu'il n'y a pas un atelier à organiser autour de ce sujet-là, notamment enfin, des témoignages, mais aussi une sorte de guide de bonne pratique, comment utiliser ces outils-là de manière optimale, sans perdre en qualité scientifique, mais en gagnant en rapidité. Mm. Et je pense que c'est un intérêt aussi de profiter effectivement de notre communauté large parce que nous-mêmes, on n'a pas forcément toutes les applications parce qu'il y a différentes applications. Il y a effectivement pour assister dans l'analyse de données. Il y a aussi pour créer des petites interfaces prototypes pour aller interagir avec d'autres personnes et montrer que ce qu'on a fait est intéressant. Ou encore de la visualisation type graphe. Et les enjeux sont pas les mêmes. Enfin, les points de contrôler un graphique si le code fait bien ce qu'on demande est un peu plus facile peut-être que contrôler un code fait pour faire de l'analyse statistique ou dedans. Donc voilà, je pense qu'il y a des questions un peu différentes et on pourra peut-être profiter effectivement sous forme peut-être un partage d'expérience, un retour d'expérience, un séminaire, ça pourrait être intéressant effectivement. C'est cette question, ouais. Et on a aussi, j'en profite parce on a les collègues de l'INRIA qui sont partenaires aussi. Alors je pense pas qu'il y ait Louis aujourd'hui, mais les collègues de l'INRIA de Rennes, ils ont dans leur nouveau projet d'équipe au lac Odam, ils ont notamment ces histoires de l'utilisation de l'IA générative pour assister le data scientist dans les différentes étapes et ils testent différents outils qui font vraiment cette assistance-là. Et donc on a convenu avec eux. J'ai vu il y a pas très longtemps de trouver des jeux de données côté agricole qui pourraient être une façon de tester avec voir l'expertise aussi dedans. Donc là, c'est plutôt sur comment on utilise les choses pour appuyer au fur et à mesure, mais il y a aussi de la génération de code à des moments. Donc ce sera une Oui. façon aussi de tester avec des gens où ça va être leur question de recherche en fait. Voilà, de Oui. voir. Donc, Oui, parce que si on va au bout de la logique, on pourrait se dire, bah, tous les data challenge, là où en fait les data scientists sont en compétition les uns avec les autres jusqu'à présent, finalement, on pourrait se passer des data scientists, on pourrait directement demander à l'ordinateur de se faire un data challenge lui-même ou en compétition avec d'autres ordinateurs finalement. Euh, donc, bah, je trouve que ça soulève enfin, d'un côté, ça semble offrir des opportunités de gain de productivité énormes, en fait. Et d'un autre, ça fait un peu peur aussi. tout à fait. Euh, donc, je pense qu'on a la bonne communauté pour discuter de ça, faire des tests, essayer de comprendre un peu les différents outils disponibles, évaluer les bénéfices, mais aussi les risques. Je pense que c'est assez intéressant. Et je crois que c'est vraiment l'avenir, quoi, enfin, qu'on soit pour ou contre, de toute façon, c'est dans ces directions-là qu'on va. Moi, j'ai des étudiants, notamment j'ai des étudiants en Chine, bon, eux, ils me présentent leurs travaux, ils me montrent les résultats des analyses statistiques qu'ils ont fait. Je leur demande, mais qu'est-ce que vous avez utilisé comme package, comme méthode? Ils savent même plus. Ils ont juste demandé un truc genre DeepSeek pour générer du code. Ils ont appuyé sur Run et puis ça a généré le graphique, quoi. Euh, donc, euh, donc ça pose beaucoup de questions, quoi. Très bien. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres réactions des partenaires, des collègues.
Mais on peut, voilà, je pense qu'effectivement, une idée, ça peut être d'organiser un échange dedans. Donc, si vous êtes intéressé par cette question en particulier, n'hésitez pas à envoyer. Enfin, si en gros vous avez des cas d'usage actuels où vous avez une utilisation assez forte de ces choses-là, je pense qu'on est vraiment preneur de vos retours et on organisera un temps d'échange, je pense, là-dessus. Avec les collègues de l'INRIA aussi. Eux, ils sont à la recherche de cas d'usage, hein, c'est-à-dire des jeux de données sur lesquels on a une expertise pour voir si ces méthodes-là permettent de trouver d'autres méthodes en fait, d'analyse des données, ou si on peut retomber sur certaines méthodes qu'on a pu identifier grâce à notre expertise, en gros. S'il n'y a pas d'autres éléments, je propose qu'on passe à la partie du coup séminaire. Donc on va passer là. J'ai vu effectivement, Martin, que je m'étais trompé dans les trucs. C'est un vieux fichier. Donc, ah oui, j'ai pas dit. Donc, on était aujourd'hui, on est 80 inscrits environ, 80 participants, peut-être un peu plus maintenant. Et on a donc beaucoup de gens d'instituts techniques, les collègues des chambres d'agriculture dedans, la recherche qui est bien représentée aussi, l'enseignement supérieur aussi, les différents collègues à la fois de l'ACRA Wallonie en Belgique et d'Agroscope pour la Suisse, des entreprises, différentes entreprises représentées, et puis d'autres collègues de différentes structures que j'ai regroupées dans